Partir pour mieux revenir. Une expression couramment utilisée, mais quel est son sens ? En 2024, alors que j'étais journaliste pour un média réunionnais, une enquête de l'association Réunionnais de Retour au Pays avait retenu mon attention, car elle donne ce chiffre. 77 des répondants hors département souhaitent rentrer à La Réunion. Mais le principal frein est l'emploi. Et pour l'asso, si les politiques locales encouragent la mobilité depuis La Réunion, elles accompagnent peu le retour. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre chaîne de reportage dans l'océan Indien, et pour l'un des premiers à La Réunion, j'avais donc très envie de travailler sur ce sujet du retour au pays qui résonne dans la société réunionnaise et questionne. En creusant, je me suis aperçue d'un changement majeur. Les personnes de ma génération ont un regard différent sur la mobilité. C'est ce que l'autrice Labache appelle l'effondrement du mythe métropolitain ou de la terre promise. Depuis les années 1990, ceux qui partent reviennent plus fréquemment. Mais ce retour est le plus souvent vécu comme difficile, notamment lorsqu'il y a un manque de représentation. Et c'est ce que m'a souligné au téléphone l'association Réunionnais de Retour au Pays. On parle toujours de la réussite du départ, mais jamais des personnes qui ont une belle réussite au retour. Et c'est ce que je veux montrer à travers ce docu. Je veux te parler de celles et ceux qui sont revenus. J'ai pu recueillir les témoignages d'Amalia, de Terry, d'Aimé. Tous les trois ont une petite trentaine d'années, un parcours différent, mais tu vas voir qu'ils ont un point commun. Ce retour a réveillé en eux la volonté de faire bouger les choses sur leur île natale. Est-ce que tu crois qu'il est possible de faire bouger les choses à son niveau ? Elle est pas facile, cette question. Je pense que La Réunion, c'est une terre où c'est la terre de tous les possibles. Et qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à s'imposer avec nos codes, notre approche. Et en fait, faut pas croire que son impact personnel, il a aucun effet sur la société. Je suis Émilie, et ce que j'aime faire, c'est de prendre le temps de rencontrer pour comprendre. Voici leur histoire. Alors, moi, je suis né à La Réunion, donc je suis né au port. Et quand j'ai eu 5 ans, mes parents ont décidé de partir en Hexagone. À ce moment-là, j'ai grandi en dehors de La Réunion. Et donc, en fait, j'ai perdu un petit peu de ma culture, j'ai arrêté de parler créole. Et là, j'ai commencé un petit peu à m'éloigner de qui j'étais en tant que Réunionnais. Et je me suis, j'avais plus vraiment de lien avec La Réunion. C'était plus la terre de mes parents et pas vraiment la mienne. J'avais pas cette impression d'être chez moi. Moi, je suis de l'Est, donc l'Est, c'est profiter de la rivière, aller jouer avec camarades partout. Moi, j'ai un côté vraiment La Réunion où c'est un cocon. C'est un cocon pour évoluer, pour avancer. Un cocon porté aussi par l'amour et la bienveillance. Donc voilà le souvenir que j'avais de toute mon enfance de La Réunion. J'ai toujours aimé La Réunion. J'ai toujours aimé l'île où j'étais, mais sans me rendre compte en fait de la richesse qu'elle avait. La richesse du territoire, la richesse culturelle et aussi la richesse de son histoire complexe. Et ça, en fait, ça amène beaucoup de choses en fait derrière. Notamment ce regard en fait qu'on a toujours vers l'ailleurs. Alors j'ai quitté La Réunion parce que j'ai reçu une bourse de mérite pour partir en Chine. C'était en 2012. J'avais 22 ans. Moi j'ai vécu toute seule dès mes 18 ans. Donc déjà il y avait moins cette appréhension en fait d'être autonome et indépendante. Et donc oui, contrairement à d'autres Réunionnais et Réunionnaises, j'ai eu moi la chance, la première fois que j'ai quitté l'île, c'était pas pour aller en France, c'était pour aller en Chine. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais émerveillée. Il n'y avait pas de stress. Donc moi, je suis partie en 2011 après un BTS commerce international. Donc j'avais 19 ans. Pourquoi ? Parce que je voulais faire des études en métropole. Donc j'ai intégré une école de commerce. Pour pouvoir du coup faire du marketing international, donc sur les marchés internationaux. J'y suis restée 10 ans. Donc je me suis spécialisée dans la cosmétique, donc chez des maisons, L'Oréal, Yves Rocher. Ça a été vraiment une grosse découverte, mais ça a été aussi une grande force parce que je pense que la complexité de la société réunionnaise, où on doit vivre avec toutes les cultures, a permis en tout cas mon intégration plus facilement sur les marchés internationaux. Alors quand j'étais jeune, j'ai fait plusieurs allers-retours entre La Réunion et l'Hexagone. En fait, on revenait soit en vacances, où il y a vraiment une fois où ma mère avait perdu son restaurant, c'était en 2009, je devais avoir 13-14 ans. Et en fait, à ce moment-là, quand on est revenu,
On est resté un peu plus d'1 an à La Réunion. Et en fait, j'avais du mal à me sentir vraiment réunionnais parce que pour mes cousins, j'étais trop oreilles, dans le sens où je mangeais avec un couteau et une fourchette. Là où en fait dans ma famille on ne mange pas avec un couteau et une fourchette. Je parlais français avec un français très lisse et je parlais pas ou peu créole. Et d'ailleurs je faisais attention à garder mon français très lisse parce que c'était une façon en fait pour moi quand j'étais en tout cas encore en hexagone, c'était une façon en fait de m'intégrer dans cette société qui parlait français et où j'étais le seul, ou en tout cas un des rares réunionnais sur place, quoi. On a vraiment vécu une période compliquée parce que justement ma mère avait perdu son restaurant, donc financièrement c'était dur. On a eu des moments sur place où on avait faim, où on ne mangeait pas notre faim justement cette période-là avec mes frères et sœurs. Et c'est là où ils ont décidé eux de repartir en hexagone. Et en fait, à partir de là, moi, je me suis vraiment détaché de La Réunion et j'ai continué à faire ma vie ailleurs. Je pense que le plus difficile, en tout cas pour moi, c'était de ne pas pouvoir parler ma langue maternelle. Parce que le créole, j'y suis intimement liée. Et je pense que c'est une langue où on arrive à dire plein de choses. Et quand on n'arrive pas forcément à s'exprimer au quotidien dans sa langue maternelle, on se sent un peu frustré, on se sent un peu bridé. J'ai très mal vécu les deux premières années. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais pas encore assez la maturité pour comprendre, c'était de l'exil, moi je le vivais très mal, parce qu'il fallait arriver à s'imposer dans un univers qui n'était pas le mien. J'ai pris beaucoup de temps à m'acclimater, ce qui m'a permis vraiment de pouvoir tenir, etc. C'est l'entourage, donc des amis réunionnais qui vivaient la même chose que moi. Ce qui m'a permis après d'aller plus loin, c'est célébrer mes réussites. Avoir ma licence, avoir mon master, ça m'a permis vraiment de me dire ok, je ne suis pas chez moi, mais j'ai quand même ma place. Et ça, c'est super important parce que quand on quitte La Réunion pour les études, on a une pression. Nos parents nous envoient, mais avec beaucoup d'espoir. Une fois qu'on a passé ce cap, où on a commencé à réussir, peut-être avoir une première réussite, l'exil est moins difficile en tout cas à digérer, on va dire ça comme ça. Ouais. Moi, j'étais là, j'en prenais plein les yeux. Donc, j'ai pas ressenti cet éloignement, même si je suis partie en 2012, et je sais pas si on se rappelle en 2012 qu'il y avait cette théorie que le 21 décembre 2012, il y avait les trucs avec Nostradamus, je sais pas quoi. Et bien en fait, moi, je me suis dit, mais mince, moi, je vais être en Chine, loin de ma famille, en fait, quand ça se trouve, tout va s'arrêter. Et tu croyais à ce moment-là? En fait, c'est pas que j'y croyais à fond, c'est que je me suis dit, ouais, mais imagine ça se passe. Moi, je serais pas avec ma famille. Je me suis endormie le 21 décembre, le 22 décembre, rien du tout. Mais ce que je peux retenir aussi de Paris, c'est aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de très belles rencontres qui m'ont permis aussi de comprendre qui j'étais et ce vers quoi je voulais tendre. Du coup, je suis parti faire ma vie ailleurs. Et en fait, moi, j'avais toujours eu cette impression de ne pas être à ma place. Même quand j'étais à La Réunion, j'étais pas à ma place parce que j'étais trop oreille. Quand j'étais en hexagone, j'étais pas à ma place parce que mes amis me rappelaient quand même que j'étais trop noir ou trop ceci ou trop cela. Ou en tout cas que j'avais pas la même culture qu'eux, dans le sens où eux, ils connaissaient des artistes que mes parents, ils écoutaient pas du tout. Et pour eux, c'était genre « Oh, mais tu connais pas ça, mais c'est dingue et tout ». Et donc, c'est là où j'ai commencé à voyager. Donc, je suis parti vivre en Espagne pendant 2 ans. J'ai fait des études là-bas dans le cadre d'un double diplôme français-espagnol. Et en Espagne, je me suis découvert une partie de moi que je connaissais pas. Mais pour autant, je me trouvais toujours pas à ma place. Du coup, après, je suis parti en Allemagne et j'ai fait environ 8 mois en Allemagne. Et vraiment, j'ai adoré l'Allemagne. Je pense que c'était une de mes meilleures expériences. Mais j'étais toujours pas... je m'étais toujours pas trouvé. Et donc là, après l'Allemagne, j'ai décidé de retourner à La Réunion pour finir mes études. C'est la première fois que je retournais à La Réunion en tant qu'adulte, totalement indépendant, donc je ne vivais pas chez mes parents ou quoi que ce soit. Et en fait, donc j'ai voulu finir mes études à La Réunion parce que c'est ici que j'avais commencé mes études quand j'étais en maternelle. Et symboliquement, pour moi, c'était important de les terminer sur ce territoire-là. Donc il y avait quand même une certaine attache à La Réunion. Pour autant, en fait, en restant toute une année à La Réunion pendant le cadre de mon master, à la fin, j'avais envie de partir parce que, en tant que personne gay, j'arrivais pas à vivre 100%
mon identité homosexuelle ici. J'avais l'impression de toujours devoir me brider ou me cacher ou ne pas être trop extravagant ou ne pas être trop ceci ou trop cela. Du coup, je suis parti au Canada. Je suis resté quasiment 2 ans là-bas. Et le Canada, c'était une super expérience. On n'a jamais été aussi riche avec mon copain. On avait un appart immense, un super travail, des amis. On vivait dans le village gay. Donc en termes d'acceptation des homosexuels, c'était facile, quoi. C'était parfait en fait. Mais sauf que je me suis rendu compte là-bas que c'était facile parce qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui se sont battus pour nous. Et il y a eu des gens qui ont lutté pour qu'on ait ces droits-là, pour qu'on puisse nous faire des soirées en talons avec tous nos amis gays, à marcher dans les rues sans qu'on ait jamais aucun problème ou aucune insulte. Et moi, je me suis dit, là, je vis ma vie de façon facile. Et je sais qu'à La Réunion, c'est difficile, mais La Réunion, c'est quand même chez moi. Et peut-être que moi aussi, je pourrais apporter des choses. Alors, en Chine, j'étais partie pour 1 an d'études de la langue. Et je suis rentrée à La Réunion. Et ensuite, je suis restée 1 mois et je suis repartie tout de suite à Paris, là pour continuer mes études donc, de mandarin. Et après de commerce international au sein de la même école. Alors là, quand je pars à Paris, donc je pars en août 2013 et j'ai 23 ans. Dans l'avion, je suis très contente. Je suis très contente, mais je suis un peu stressée parce que je suis partie, j'avais pas de logement. Qui fait ça? Je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé. Je suis restée, j'ai quitté La Réunion pendant 10 ans et 8 ans à Paris. Le regard que j'ai sur la ville, c'était beaucoup waouh, c'est un émerveillement. Quand on vient de la côte ouest, de Saint-Leu, à l'époque, ça bougeait pas beaucoup. Et en fait, là, on se dit, mais on découvre tellement de choses et tout est accessible. À La Réunion, quand on n'a pas le permis, c'est vite très compliqué. Et c'était agréable. Après, j'ai de la chance. C'est-à-dire que j'ai intégré une école de langue. Donc, c'est-à-dire que j'ai côtoyé des étudiants qui sont devenus des amis, des personnes qui sont ouvertes sur le monde, sur l'autre. Et ça, tout le monde n'a pas cette chance. J'ai trouvé mon premier travail à Paris. J'ai quitté en fait le luxe pour aller aux achats et en fait j'ai fait un burn-out. Et en fait j'ai pris un atelier de cuisine juste comme ça parce que je me suis dit voilà, face à ce fameux argent là au cas où, en fait il est temps de l'utiliser. En fait parfois faut juste se dire c'est peut-être ça en fait le au cas où on se sent pas bien, au cas où on a besoin en fait d'avoir une bouffée d'air. C'est la première fois depuis des années où j'avais plus en fait ce bruit constamment dans la tête, ces petites voix qui parlent, qui ne s'arrêtent pas. Ça s'est tu tout de suite et je me suis dit ok, il y a quelque chose à faire. Parlons de ton retour. Ouais. Ça a été quoi le déclic? Je suis rentrée en 2019. Et je pense que le cap des 10 ans, le déclic des 10 ans, ça a beaucoup joué. C'est quand je suis rentrée une année et en fait, je suis retournée dans ma ville où ma mère elle vit, à Brapanon, et je suis restée 1 mois. Et les gens m'ont dit « Ah, mais tu es là, tu es rentrée, etc. » Et ça m'a fait un déclic parce que certaines personnes attendaient mon retour. Je me suis dit, j'avais fait le tour du monde, 52 marchés, etc. Mais il y avait des coins à La Réunion que je n'avais jamais visités. Et c'est grave, hein. Et que j'avais cet appel où besoin de comprendre plus son identité, etc. J'avais rencontré quelqu'un, donc mon petit ami était venu avec moi en vacances. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne rentre pas? Et moi, je m'étais dit, mais je rentre, mais j'ai rien. Mais en fait, c'est là que j'avais compris que non, j'avais tout, j'avais déjà ma famille. Donc c'était déjà une bonne base. Et entre-temps, oui, je suis tombée enceinte, donc j'avais vraiment besoin de me dire, il faut que ma fille, elle grandisse à La Réunion, il faut que j'ai mes repères à moi pour pouvoir construire ma vie d'adulte. Et ça, c'est important. Moi, je suis revenu définitivement à La Réunion en 2021. C'était au moment justement de la première marche des visibilités LGBTQIA+. Le déclic, c'est vraiment quand un de mes amis m'a envoyé un message en mode il y a une marche des visibilités LGBTQIA+, qui va se faire à La Réunion dans 2 semaines. Et là, j'étais en mode oula, il me restait encore 6 mois de visa au Canada et j'étais en doute, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, sachant que si j'y allais, j'étais certain de ne pas pouvoir revenir parce qu'il y avait encore la pandémie, etc. Et en fait, j'étais obligé d'y aller. Pour moi, c'était une évidence. En fait, je ne pouvais pas ne pas y aller. Là c'est un appel et il faut absolument. Enfin, c'est historique en fait.
J'ai tout fait d'un coup comme ça, j'ai pris mon billet d'avion, le lendemain je devais être dans l'avion, j'ai fait mon test PCR le matin, je suis allé acheter ma robe pour la marche des visibilités. Ouais, priorité en fait. Et, et ensuite, en fait, le lendemain, j'étais dans l'avion. Mais j'étais trop content d'être sur place parce que je me suis dit, oh, putain, je l'ai fait quoi. J'ai quitté le Canada, j'ai fait 16 heures de vol, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Il est 11 heures, la marche est dans quelques heures. Ma mère vient me chercher. On allait direct acheter une pancarte pour écrire nos trucs. Moi, j'ai écrit ma pancarte et ma mère, elle a écrit la sienne. Et en fait, c'était trop mignon parce que sur sa pancarte, c'était écrit plus de tolérance dans mon île intense. Et encore aujourd'hui, quand on va chez elle, on peut revoir sa pancarte quand on ouvre la porte, elle est à l'entrée. Et de voir qu'il y avait 200-300 personnes qui étaient attendues et qu'au final, on était 1500. Déjà, c'était aussi un choc pour moi de voir qu'il y avait autant de monde. Et en fait, je me suis senti à ma place, quoi. Je me suis senti, vraiment, je me suis dit, je crois que ça y est. Je crois que j'ai trouvé enfin ma maison. Alors qu'en fait, c'était évident que c'était ici ma maison, mais dans ma tête, ça ne l'était pas forcément. Une autre des raisons qui fait que, à un moment donné, j'ai eu ce besoin de retourner à La Réunion, c'est parce que j'ai toujours vu La Réunion en fait un peu comme un refuge. Et faut savoir que tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière professionnelle, tout au long de mes études, en fait, j'ai subi des discriminations raciales. Et en fait, La Réunion, c'est comme un refuge où je me dis qu'ici, je ne peux pas en subir. C'est totalement faux et je sais qu'à La Réunion aussi, je peux subir du racisme. Mais quelque part, je vois vraiment La Réunion comme un refuge. Et j'avais vraiment cet objectif de revenir sur mon île 100% moi-même, réunionnais, noir et LGBT. Et en fait, c'est à partir du moment où je suis revenu à La Réunion en 2021, c'est là où j'ai commencé à me présenter moi en tant que réunionnais, là où avant ça, je disais que j'étais vendéen. J'avais déjà en fait commencé à penser à un potentiel retour, mais justement avec mon copain de l'époque, il n'était pas prêt. Et donc en fait on est parti en 2022 par la force des choses, parce que lui, on a dû rentrer pour des raisons familiales de son côté. Et ça s'est fait comme ça. Je suis rentrée en mai 2022 et ça s'est décidé en février 2022. Là, on boucle 10 ans hors de l'île du jour au lendemain, comme ça. Et c'était tellement rapide que j'étais en pilote automatique pour tout préparer et tout. Et en plus, moi, à ce moment-là, je passais mes formations de cuisine végétale. C'est important de dire que quand on part 10 ans et qu'on revient, c'est un peu une claque, hein, parce que les choses ont changé. Moi, même dans la consommation réunionnaise, je voyais des centres co partout. J'étais un peu choquée. Les embouteillages comme à Paris, je me suis dit, mais ça ne va pas être comme ça tout le temps. Et en fait, redécouvrir à La Réunion cet aspect-là, ça m'a un peu déçue. Parce que je pense que quand on est loin, on idéalise un peu son île. Quand on revient, on se rend compte qu'il y a des problématiques auxquelles on n'y avait pas pensé. Je pense que ce qui a été très compliqué, c'est trouver sa place, s'affirmer avec ses choix, parce que la famille a une idée de nous, enfants, sauf qu'adultes, on a pu changer, et retrouver un cercle d'amis. Ça a été hyper compliqué. Mais je pense que voilà, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que moi, avec le digital ou autre, j'ai pas eu peur de dire que je suis rentrée à La Réunion et j'étais perdue. Et en fait, quand je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui étaient comme moi. En fait, je sais pas si je me ressens toujours à ma place. Et ça a été très intense avec le travail. Donc je me suis mise à fond en fait sur Varanguez. Et je suis contente de la place que j'ai pu créer pour Varanguez, de la place que j'ai eue en tant que la chef Amalia Yersapoulé. Moi, à titre personnel, je ne sais pas, dans le sens où je suis quand même quitté La Réunion, j'avais 22 ans, je suis revenue, j'avais 32. C'est 10 années charnières parce qu'en fait, c'est entre la fin des études et le début de la vie active. Et je trouve que c'est des années assez importantes déjà par rapport aux liens qu'on tisse avec les proches. Et moi, j'ai laissé beaucoup d'amis. Donc, depuis 1 an, je fais beaucoup de sport pour justement déjà de retrouver la routine que j'avais avant. Ça me permet déjà de casser un peu ce rythme à fond boulot, très peu de vie sociale. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher du boulot. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire à rentrer à La Réunion? J'avais des entretiens, mais ça ne me donnait pas forcément hyper envie. Ce qui me freinait, c'était
de me dire ok, je rentre, mais je ne voulais pas sacrifier mes exigences. Et en fait, je me rendais compte, j'allais à des entretiens ou des visios, on me disait oui, bah, vous allez être payé tant. Et en fait, je me disais mais tu ne peux pas te permettre d'accepter un salaire comme ça, parce que même en étant au chômage, je touchais plus. Et c'était un vrai... ça a été vraiment la grosse déception. Je pense que quand je suis rentrée, j'avais besoin de ça. De me dire ok, je me reconnecte avec mon identité, avec mon histoire, et je vais faire des actions pour pouvoir transmettre tout ce que moi j'ai appris en étant à Paris. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me morfondre sur la situation actuelle qui est compliquée à La Réunion, sur l'emploi, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais j'avais envie de créer. Et en fait, je me suis rendu compte, donc dans les 2 premières années où je suis arrivée à La Réunion, j'avais plein d'amis qui étaient en train d'entreprendre, où je venais et je donnais des conseils gratuitement, naturellement. Et j'avais une deuxième casquette que j'aimais beaucoup, c'était mon côté un peu militante, où je me suis dit oui, mais si je travaille là-dedans, je n'aurai pas le temps pour ça. Donc je me suis dit ok, je vais faire je vais être consultante, mais je vais toujours avoir une dimension culturelle pour pouvoir faire ce que j'aime, ce qui m'anime. Et voilà, comme ça, c'est comme ça qu'est né Gaïa. Donc moi j'étais souvent en contact avec des artistes ou des groupes de Maloya, et en fait je me rendais compte que ils avaient soit pas la visibilité, soit pas du tout d'affinité avec le monde du spectacle. Et ça me choquait parce que je trouvais que ces gens-là étaient talentueux, ils avaient un potentiel de dingue, mais que c'était clairement pas exploité. Et en fait, c'est arrivé comme ça, pareil, un groupe de Maloya aimé, on a un concert, mais on ne sait pas du tout comment communiquer. On fait du Maloya, mais on n'a jamais fait de demande de subvention. Au bout d'une année, je me suis rendu compte que j'avais aidé une douzaine de groupes de Maloya. Je me suis dit, mais en fait, ces 12 groupes-là, est-ce qu'on ne peut pas faire un projet commun? Et c'est comme ça qu'est né Duncan, c'était vraiment de regrouper tous ces groupes-là qui avaient des choses à dire, qui étaient quand même fervents de la tradition réunionnaise, orale. Pourquoi aussi le Maloya? Je pense que le Maloya, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial dans ma vie. C'est un peu comme un outil sacré. C'est quelque chose qui m'a fait grandir, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de tenir à Paris. C'est un ciment aussi dans ma famille. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une fête où il n'y a pas le Maloya pour pouvoir célébrer et être heureux ensemble. Et je me dis que le Maloya rassemble et parle à tous les Réunionnais. C'est quelque chose de puissant parce qu'il faut se dire que les esclaves qui sont arrivés, ils ont réussi à créer quelque chose en partant de pas grand-chose. Il ne leur restait pas grand-chose en tout cas. On a eu 2 grosses éditions, dont la très grosse édition sur le champ de fort de Roapanon, où on était plus de 300 Maloyeurs. Et en fait, quand on a mis ça en place, moi, je m'attendais à avoir un public d'adultes. Et en fait, j'ai eu beaucoup de jeunes qui étaient sur du digital et qui avaient envie de dire « Oui, je connais un petit peu, mais je ne sais pas bien jouer. Ah, j'ai envie d'apprendre plus. » Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la première mission de ce projet-là, c'était la transmission. Pour pouvoir aller plus loin, on s'est dit on va prendre des gardiens du Maloya, on appelait ça les Arlors. On a eu Auguste Mahafé, ou Georges Lagarde, ou Timoris, où ces gens-là avaient déjà travaillé le Maloya, avaient déjà une histoire. L'objectif, c'était qu'ils venaient aux répétitions, qu'ils expliquaient et qu'on arrivait à transmettre. On nous a trop souvent dit que le Maloya, c'est un truc de vieux. Je me rappelle quand on m'avait dit oui, Maloya patrimoine de l'UNESCO, on avait fait un morceau avec un collectif de Maloyeurs et il n'y avait pas de jeunes. Ils avaient tous plus de 30 ans et je me suis dit mais en fait c'est quelque chose qui va s'éteindre. Est-ce que pour moi le Maloya c'est vraiment le ciment de la culture réunionnaise? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'éteindre? En fait, Duncan m'a montré que non et que cette jeunesse elle est là, mais il faut qu'elle trouve les codes pour pouvoir s'imposer sur la scène culturelle. À La Réunion, on a eu trop de fractures, après l'esclavage, l'engagisme, etc. Et que moi, ce qui m'a permis aujourd'hui de m'affirmer, de me retrouver, c'est que ma famille a été beaucoup dans la transmission orale.
Et la transmission permet aujourd'hui, en tout cas, je trouve que c'est un vecteur de vraie réussite. Ça permet à nous, Réunionnais, d'être beaucoup plus ancrés. C'est aussi la connaissance de soi. Duncan, ça va continuer. En mai, on a une grosse date. On espère faire au moins une date par an. Donc en novembre 2023, donc ça s'était super mal passé. J'avais passé une année horrible, où vraiment dans le milieu militant, LGBT, etc., j'avais pas trouvé ma place et je me sentais vraiment au plus bas. Un peu plus tôt dans l'année, j'avais participé à un concours de fond de care, donc un poème en créole sur le thème de l'amour universel, et j'avais décidé d'écrire un fond de care sur le thème de l'homosexualité. Et en fait, du coup, j'avais été sélectionné, prix coup de cœur du jury, et on m'avait demandé de venir réciter ce fond de care-là devant plein de gens au Château Morange. Donc j'y suis allé. Et en fait là, du coup, c'était vraiment un milieu que j'avais pas forcément l'habitude de fréquenter. Donc c'est un milieu très créole. Et en fait, j'ai récité mon fond de care et en fait, ça m'a tellement pris et j'étais tellement touché par le fait d'être là que je me suis mis à pleurer. Et en fait, du coup, il y a toute la communauté de Maloya, fond de cœur, etc., qui sont venus autour de moi, qui m'ont pris dans leurs bras et qui m'ont soutenu. Et il y a une dame dans le public qui a dit personne n'y juge pas, oula, allez, on est avec toi et tout. Et c'était super touchant parce que je pense que pour beaucoup de personnes LGBT, à un moment donné, on est rejeté par nos familles. En tout cas, nos familles essaient de nous changer ou nous font comprendre que ce qu'on est, c'est pas bien. Et du coup, c'est comme si la créolité nous rejetait. Et là, en fait, c'était tout l'inverse, c'est la créolité qui m'acceptait. Et du coup, ça m'a permis aussi de me réancrer sur mon territoire et dans qui j'étais vraiment. Et de savoir que, oui, j'ai la communauté LGBT, mais j'ai aussi la communauté créole qui est avec moi et qui me soutient. Et c'était un moment aussi qui a un peu commencé à faire changer la balance. Et après ça, quelques semaines plus tard, j'ai été invité à un autre événement. Donc on est toujours en 2023, en décembre 2023. Et cet événement, il s'appelle CAFpreneur. Et donc là, c'est vraiment la communauté CAF qui se rassemble. Et dans cet événement-là, à un moment donné, il y a une dame qui s'est mise à parler. En fait, son discours, il m'a profondément touché. Son discours, en fait, il a complètement changé ma vie. Et il m'a redonné de l'espoir là où j'en avais plus. Elle m'a pas parlé à moi directement, mais c'est son discours qui disait en fait qui nous rappelait que nous, en tant que CAF, on a une force extrêmement forte de nos ancêtres, qu'on leur doit aussi en plus du respect qu'on leur doit, en fait, on doit aussi à un moment donné reprendre un peu notre place dans cette société qui nous a tout pris, qui a pris notre culture, qui a pris nos traditions et nos rites, qui a pris notre identité, qui a pris notre fierté, qui a pris toute l'estime quelque part qu'on avait aussi de nous. Et que tout ça, en fait, à un moment donné, c'était à notre génération de tout reprendre quelque part. Et en fait, ces mots, ils ont résonné en moi et je me suis dit que, ouais, elle a raison. J'ai ma place ici. J'ai autant ma place que les autres à La Réunion. Je suis né sur ce territoire-là. Mes ancêtres sont nés là et sont morts ici. Et en fait, je ne peux pas partir. Je suis quand même parti, mais je suis revenu. Et quand je suis revenu, en fait, je suis revenu avec une autre mentalité et je suis revenu avec cette envie en fait, de faire bouger les choses et en fait aussi d'aider les autres à réparer toutes les blessures qu'ils avaient en eux. Parce que c'est ce qu'elle a fait, cette dame, c'est qu'elle a réparé des blessures que j'avais en moi et elle a soigné plein de choses que j'avais pas conscience que c'était blessé. Et ce jour-là, en fait, à cet événement-là, le CAFpreneur, on a dansé du Maloya. En fait, je danse du Maloya depuis longtemps parce que ma mère elle avait une association quand on était en Hexagone et tout, et j'en dansais. Mais ce jour-là, on a dansé du Maloya et ça avait une autre dimension. Il y avait vraiment quelque chose de... là, j'ai trouvé une autre communauté, la communauté CAF, qui était soudée, qui était là les uns pour les autres. Et je pense que c'est super important quand on retourne au pays, d'avoir une communauté qui est là pour soi. Quand je parle de faire bouger les choses, en fait, ça se divise vraiment en deux axes. La première partie, c'est avec mon entreprise, où vraiment, mon objectif, c'est d'aider ces petites entreprises qui ont beaucoup de mal, encore plus depuis la pandémie, à s'en sortir. Et l'autre
axe sur lequel j'essaie de faire bouger les choses, c'est contre tous les types et toutes les formes de discrimination et l'homophobie, la transphobie, etc. Et donc avec l'association Pilon que j'ai fondée, on essaie vraiment, notre objectif principal et premier, c'est de faire en sorte que les familles arrêtent de rejeter leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'on fait des événements qui sont ultra familiaux et qui sont basés sur la culture réunionnaise, comme les tours de Lille, les pique-niques. On fait des brunchs édition spéciale maman. On a fait la conférence des mamans. On a commencé nos actions vraiment fortement qu'à partir de 2023. Et en fait, ce qui est dingue, c'est de voir justement l'impact de nos actions, de voir que on a commencé à faire des actions avec les mamans et que maintenant c'est les papas qui viennent réclamer le fait de pouvoir eux aussi s'investir. L'autre impact qui est encore plus important pour nous en fait, c'est au niveau de la house. Donc c'est la famille en fait qu'on a réussi à créer, c'est le groupe de personnes qui se rejoignent chaque semaine pour se retrouver et s'entraîner, pour participer derrière à des événements, des balls. Et là l'objectif c'est vraiment de voir comment les gens y défilent quoi. En fait, c'est de voir que pour beaucoup d'entre eux, en fait, la house, c'est un refuge. C'est un endroit où, là où dans le reste de la société ou dans le reste du temps, ils n'ont pas la possibilité d'être eux-mêmes, ils n'ont pas la possibilité de porter certains vêtements parce que leurs parents ne veulent pas ou parce que dehors, c'est trop dur le regard des autres. Au sein de la house, ils ont le droit de porter ces vêtements-là, ils ont le droit de s'exprimer 100% comme ils veulent. Un des impacts, je pense, qui m'a le plus touché, c'est quand une des personnes de la house est venue me voir pour me dire « mais tu sais, moi avant j'avais énormément d'idées suicidaires et je pensais passer à l'acte. Et c'est vraiment depuis que j'ai fait le tour de l'île arc-en-ciel dans le bus que j'ai arrêté d'y penser et que ça m'a redonné envie de continuer à vivre. Ça m'a donné envie de passer mon permis parce que comme ça au moins je pourrais venir aux entraînements et qu'on pourrait se retrouver. Et du coup, ça va beaucoup mieux depuis qu'elle a rejoint la house et je me dis, en fait, on sauve des vies en fait. Après, voilà, le temps de se poser, j'ai postulé et je me suis dit, tiens, je vais voir en fait ce que ça donne. C'était un poste dans les achats. Et en fait, je m'aperçois que les outils ne sont pas les mêmes, que les process, la façon de raisonner, c'est pas la même chose. Donc déjà, j'aimais pas les barrières qu'on mettait avant, le cadre, et aussi ce métier aussi que je considère très peu éthique. Et là, c'était encore plus complexe. Et je me suis dit non. En fait, j'avais envie de lui dire à la dame, on arrête l'entretien parce qu'en fait, ça sert à rien. Mais j'ai continué jusqu'à la fin et en partant, je savais que même si elle me rappelait, moi, je n'allais pas accepter. Donc en fait, c'est en voyant tout ça que je me suis dit, non, Amalia, tu es encore en train de te fourvoyer. Donc il est temps de te lancer et puis tu verras. Voilà. Je décide de fonder Varanguaise en septembre 2022, qui est une entreprise qui propose des prestations de cuisine végétale et sans gluten. Et les créations sont élaborées à partir de produits bruts, bio, locaux et sourcés en circuit court autant que possible. Je me suis intéressée à cette cuisine déjà depuis une dizaine d'années en réduisant ma consommation donc, de viande. Mais ça s'est renforcé en 2018 parce qu'on m'a diagnostiqué une endométriose. Bien sûr, j'ai suivi un traitement qui ne l'est pas, clairement, et j'ai décidé d'arrêter ce traitement en 2020. Et j'ai été suivie par une acupunctrice et formée à la pharmacopée chinoise. Donc on avait tout, non seulement en fait elle me faisait de l'acupuncture, mais à côté de ça elle avait des recommandations sur les plantes, sur l'alimentation à avoir. À savoir que quand je la consulte cette dame, c'est pas du tout pour l'endométriose, c'est pour autre chose. Mais par la force des choses, voilà, toutes les questions en fait, qu'elle me pose, on en vient à discuter de ça. J'ai vraiment noté des bienfaits et ça a eu un impact sur mon acné, sur ma respiration, sur des douleurs articulaires. Et en fait, moi, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Et le pire dans tout ça, c'est que moi, ça a été même confirmé par les médecins, donc de médecine conventionnelle, qui m'ont confirmé
Ah mais oui, bah oui, l'alimentation anti-inflammatoire, plus végétale, a des bienfaits, oui, justement sur l'évolution de la maladie et qui peut justement résorber, en fait. Et je me suis dit: «Bon, voilà, si je propose quelque chose en cuisine, c'est forcément de la cuisine végétale et sans gluten», parce que pour le coup, j'ai aussi arrêté, le gluten. Personnellement, je suis pas là pour convertir les gens. Mais ce que je sais, c'est que si j'arrive à toucher la personne et à faire en sorte que cette personne fasse appel à moi, alors qu'il n'est pas végétarien, mais ça, c'est déjà beaucoup. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que pendant tout le repas, il y aura, déjà, on aura réduit l'empreinte carbone, on aura justement pas cautionné, alimenté l'exploitation animale, on va poser plus d'éthique en fait autour de notre alimentation et se poser les questions. C'est ça, enfin moi j'ai vraiment envie de sensibiliser par ma cuisine. La cuisine, c'est fédérateur. La plupart de ma clientèle est créole, donc ça montre en fait qu'ils s'y intéressent. Et je sais que pour les personnes qui vont nous regarder, peut-être qu'ils vont se dire: «Mais bien sûr qu'on s'intéresse». Oui, mais moi j'ai eu la remarque de: «Ton projet ne va pas parler aux Réunionnais, aux créoles». Donc en gros, c'est que ouais, les Réunionnais, vous mangez trop de viande, donc vous vous intéressez pas à ça. Et en fait, non. Le fait que je suis issue, non seulement issue de cette culture, mais j'ai grandi dans cette culture-là. Donc ce qui fait que je sais aussi ce qui peut être blessant pour les Réunionnais. Un rougail saucisse végétale, par exemple. Je pense que ça impacte beaucoup la façon de penser et les mentalités sur le rapport qu'eux, ils entretiennent avec l'alimentation et aussi l'alimentation végétale, mais réunionnaise. C'est-à-dire que notre patrimoine culinaire est gorgé en fait de plats végétaliens. Ça les amène à se dire, mais en fait, à quel point l'alimentation a changé aussi, en fait, désormais dans le foyer à La Réunion. Et donc moi, j'avais envie d'avoir cet impact-là parce que j'aime profondément mon île, en fait. Et je vois l'opportunité que c'est d'y vivre, son histoire, et que je me dis que j'ai envie de créer pour l'île. Quand j'ai quitté, en fait, l'île en 2012, je savais au fond de moi que j'allais revenir pour mettre quelque chose en place, d'être aligné avec un projet impact, impact social, environnemental, mais aussi de représenter, de forcer la représentation pour que des jeunes réunionnais et réunionnaises s'identifient à moi, à mon faciès et se disent que c'est possible. C'est ça. Les choses bougent, pas forcément comme je l'espère, mais je trouve qu'il y a une vraie conscience réunionnaise qui s'est construite, qu'on a des gens qui ont envie de faire des choses et qui n'ont pas peur de dire que la situation réunionnaise actuelle n'est pas facile. Il y a encore beaucoup d'inégalités qui sont là et qui ne permettent pas à certaines communautés de s'imposer. Mais aujourd'hui, il faut être capable de s'affranchir de toutes ces barrières qui empêchent aussi notre réussite ou notre conscience. On est une génération, les gens de la trentaine, et ceux qui reviennent aussi travailler et vivre sur l'île, qui déconstruisent les choses. On a besoin d'aller se renseigner sur notre histoire. Donc pour moi, c'est un territoire où il y a beaucoup de choses à faire, en pleine mutation. Il y a de belles choses qui vont arriver. Je le sens que les gens s'intéressent à leur histoire. On est obligé de s'intéresser à notre histoire parce que si on ne s'y intéresse pas, on ne se sentira pas digne en fait. Et on a besoin d'aller la prendre cette dignité. Une génération qui est là et qui attend aussi de prendre sa place, que ce soit politiquement ou professionnellement ou culturellement. Et je pense que j'espère, dans les 5-10 ans, il y aura un vrai changement. C'est tout ce que je souhaite, en tout cas, pour La Réunion. La dernière fois que j'ai quitté l'île, j'ai pris l'avion et ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais genre, j'ai pleuré dans l'avion, mais comme jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais tellement ancré sur mon territoire, j'avais tellement de choses à faire ici. Et en fait, j'ai jamais ressenti ça ailleurs, en fait. J'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Et c'est tellement beau de pouvoir vivre ça. Voilà.
J'espère que cette vidéo t'a plu, j'avais vraiment envie de mettre en lumière ces parcours inspirants, car vouloir faire bouger les choses, ça fait aussi écho avec les objectifs de l'association Réunionnais de retour au pays, à savoir mettre en place un véritable accompagnement de retour. C'est aussi avant tout un réseau d'entraide et d'échange, alors je te mets le lien de leur site en description et je te laisse 2 super chaînes qui parlent aussi du retour au pays. Et ne quitte pas tout de suite, il y a un dernier message pour toi. Alors, message à passer aux Réunionnais qui veulent rentrer, allez-y, parce que en fait, le bon moment n'arrivera pas. C'est de bien s'entourer, parce que peut-être que c'est quelque chose que tout le monde dit, mais de trouver sa communauté ou ses communautés, parce qu'on n'en a pas toujours qu'une seule, et d'aller vers les bonnes personnes. Et si vous tombez sur les mauvaises personnes, c'est pas vous le problème et ne partez pas. Il faut juste trouver les bonnes et au pire, venez me voir. Moi, je viendrai vous aiguiller. La Réunion a besoin de vous, en tout cas, pour reconstruire ou construire, co-construire, c'est encore mieux, le futur, et que vous avez votre place et elle vous attend. Et c'est à vous de la trouver, mais elle vous attend, et que c'est important de partir, se former, mais c'est encore plus important de revenir.